Tac. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ce stand BNP Paribas. Aujourd'hui, nous allons parler du quantique. Le quantique, c'est fantastique, tout un programme. Et pour cela, j'ai l'honneur d'être entourée d'Éric Thiénot, créative technologiste à BNP Paribas, et de Fanny Bouton. Fanny Bouton, Quantique Computing Evangelist chez OVH Cloud. Alors, tout un programme, je vous l'ai dit. Alors, si l'ordinateur quantique nous fait rêver, il reste mystérieux dans son fonctionnement et ses possibilités réelles. Embarquez donc avec Fanny Bouton et Éric Thiénot. C'est tout de suite, c'est maintenant. Profitez-en bien. Donc bonjour à tous, Éric Thiénot. Alors la présentation a déjà été faite, mais effectivement, donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Fanny Bouton pour vous parler d'ordinateur quantique. Essayez de vous en parler en tout cas. Donc on va juste faire un petit retour en fait sur l'ordinateur actuel et pourquoi c'était intéressant de développer les ordinateurs quantiques. Donc aujourd'hui en fait dans un ordinateur, comme vous le voyez, il y a des dispositifs pour stocker de l'information. Cette information elle est traitée par des processeurs donc, composés avec des transistors qui vont changer de valeur en fait entre 0 et 1 au rythme d'une horloge. Et en fait l'objectif de ça c'est de transformer cette information donc en images, en vidéo, en son, ce qu'on fait tous les jours. Et donc cette information elle est codée en fait dans ce qu'on appelle en binaire, donc c'est une série de 0 ou de 1. Mais on s'est rendu compte en fait que certaines problématiques ne pouvaient pas être résolues facilement avec ce type d'ordinateur. Typiquement, alors s'il y a des joueurs ou des gens qui utilisent Excel ici, on a tous eu le problème d'avoir l'ordinateur qui commence à ramer. Donc on se dit on va mettre de la RAM, on va prendre un processeur plus puissant, mais au bout d'un moment ça finit toujours par ramer. Et certains problèmes spécifiques dans tous les cas, ne pouvaient pas être traités dans un temps raisonnable humain. Donc ça va prendre plusieurs années, voire plusieurs siècles pour résoudre certains types de problèmes. Et donc il nous fallait une nouvelle façon de réfléchir et de concevoir. Et c'est là que des chercheurs ont pensé à l'ordinateur quantique. Donc si tu veux rajouter quelques mots. Oui, on a découvert les propriétés de la physique quantique et on s'est dit qu'on pouvait coder différemment avec des qubits. Et on va vous expliquer un petit peu après ce que c'est. Voilà, exactement. Donc avant de parler d'ordinateur, on va parler un petit peu de physique quantique parce que c'est quand même sur les propriétés quantiques que se basent ces fameux ordinateurs. Donc juste la physique quantique, en fait, il y a deux mondes dans la physique, on va dire. Il y a la physique classique et la physique quantique. La physique classique, elle s'applique au monde macroscopique, donc ce qui nous entoure. Et elle est ce qu'on appelle déterministe et continue. Donc déterministe, ça veut dire que dans l'exemple, je prends un avion en papier, je le lance. En fonction du poids du papier, du vent, etc., je vais être capable de connaître sa vitesse, de savoir où est-ce qu'il va atterrir, et je suis capable de déterminer l'intégralité de ce qui se passe. L'autre propriété, c'est que c'est ce qu'on appelle continu. Donc dans l'exemple, je suis en voiture, j'accélère, je vais passer de 0 à 100 et je vais forcément passer par toutes les vitesses. En aucun moyen, je vais pouvoir passer de 0 à 50 de manière instantanée, ni l'inverse. Sauf si je fonce dans un mur, mais il faut éviter, on va dire. Et à l'inverse, donc la physique quantique, elle, s'applique au monde macroscopique, donc de l'ordre du nanomètre, des particules élémentaires. Et elle est donc à l'inverse probabiliste et discontinue. Donc probabiliste, ça veut dire tout simplement que on n'a qu'une probabilité de l'endroit où se trouve la particule élémentaire. Donc dans l'exemple, si vous êtes perdu, vous inquiétez pas, c'est normal. Normal. Ça met un petit peu de temps à tout comprendre. Mais c'est le but, il faut démarrer un peu par ça. Voilà, on est obligé de passer par ça. Donc probabiliste, si je prends un exemple, je prends un électron, alors c'est schématique, je le mets dans une boîte, il va avoir tendance à se répandre et avoir une probabilité de chance d'être à tous les endroits dans la boîte avec des probabilités différentes. Et l'autre caractéristique, c'est donc d'être discontinu. Donc à l'inverse de ma voiture qui passe par toutes les vitesses, les particules élémentaires fonctionnent par niveau d'énergie, par quanta. Et donc ils vont sauter d'un état à l'autre, soit en recevant de l'énergie, soit en rendant. Tu m'arrêtes si je me trompe. Jusque-là, j'ai bon. Non, jusque-là, j'ai bon. Mais pour dire, en gros, tout ce que vous voyez là, c'est des comportements de ces particules qui sont très très petites, mais qu'on va utiliser pour faire les ordinateurs quantiques du futur. Actuellement, les 0 et les 1, c'est un courant qui passe ou qui passe pas dans un transistor, donc un tout petit chemin. Et maintenant, au début, on avait 10, 20 transistors. Maintenant, il y a des milliers, voire des milliards de transistors dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Là, on va refaire ça complètement différemment en utilisant ces propriétés et pas juste faire passer un courant dans un transistor. Voilà, on va y revenir effectivement. On commence par la physique quantique, mais l'idée c'est d'arriver à ça.
Si je vous perds, vous n'hésitez pas à crier, pardon. Donc, encore un petit peu de physique quantique parce que ça a donc un certain nombre de propriétés qui sont intéressantes et qui sont utilisées derrière dans les ordinateurs quantiques. Donc, une des propriétés assez connues, c'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Donc, en gros, une particule quantique va pouvoir avoir plusieurs états simultanés. Donc, dans l'exemple, c'est je lance une pièce et elle est pile et face en même temps. Elle n'est pas soit l'un soit l'autre, elle va avoir les deux états en même temps. Et en fait, une fois que je vais regarder cette valeur, elle va devenir figée et je vais la connaître. Mais tant que je ne le regarde pas, elle a vraiment les deux états en même temps. Et en fait, ça a été découvert par Erwin Schrödinger. Et il a essayé de modéliser ou de schématiser ça par alors une expérience. Il n'a pas fait l'expérience, je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas eu de chats qui sont morts, mais en tout cas, il a théorisé ça. Donc, il a dit je prends une boîte, je mets un dispositif un petit peu sadique dedans avec un atome d'un corps radioactif, un poison qui va se répandre si le corps radioactif se désintègre. Et dedans, il met un chat, il ferme la boîte. Et en gros, tant que j'ai pas ouvert la boîte, théoriquement, on ne sait pas si le chat est vivant ou voilà, mort. On ne sait pas si le chat est vivant ou mort. On dit qu'il est les deux en même temps. Et la seule façon de savoir si le chat est vivant ou mort, c'est d'ouvrir la boîte. En gros, on ne peut pas observer une expérience qui se déroule dans le monde de la physique quantique. Il faut laisser aller jusqu'au process de résultat et on voit le résultat final à la fin. Et si vous l'observez, vous cassez l'observation, casse le résultat. Donc ça stoppe tout. Voilà. Et donc l'autre propriété assez remarquable, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc l'intrication, ça revient à dire je prends deux particules, je les intrique. Alors il y a des moyens ingénieux pour faire ça, mais en gros, une fois qu'elles sont intriquées, les deux particules vont pouvoir communiquer de manière instantanée, enfin faire un transfert d'informations de manière instantanée. Je te laisse. Voilà, c'est si on fait un truc à l'un, et même si on les sépare à 1 km ou 10 000 km ou dans l'espace, il se passe exactement la même chose à l'autre instantanément. C'est comme si elles étaient un petit peu télépathes, elles vivent la même chose en même temps. Donc ça, c'est un comportement qui est extrêmement important et intéressant, difficile à faire. On sait le réaliser, ça a l'expérience qui a permis de faire ça à 40 ans ce mois-ci. C'est un Français qui a prouvé l'intrication quantique et qui sait la faire, c'est Alain Aspect. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on sait comment intriquer maintenant des particules, mais par contre on ne l'explique toujours pas. C'est quelque chose qui ennuie beaucoup les scientifiques. Donc c'est un peu contre-naturel dans le mode de pensée, ça fait un peu surnaturel, mais c'est vraiment quelque chose de physique. Ça n'a rien de magique. On a compris comment le faire, après on cherche encore à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça se fait. Voilà. Donc il y a eu une expérience de fait, juste comme c'est indiqué sur le slide, de transfert d'informations sur 1200 km de manière instantanée. Alors il y a peut-être eu même depuis d'autres expériences. Depuis, il y en a eu en Europe, les Chinois en ont refait une autre. Donc pour l'instant, les Chinois sont assez forts dans le domaine, mais on a des très très bons chercheurs en France dans le domaine. Oui, tu es bien placé pour le savoir et pour en parler. Donc pour expliquer un peu à quoi ça sert tout ça, donc comme disait Fanny tout à l'heure, donc le bit utilisé dans les ordinateurs actuels, c'est des 0 ou des 1, c'est comme un interrupteur, c'est l'information passe ou ne passe pas. A l'inverse, les qubits utilisent les propriétés quantiques et ils peuvent prendre donc 0 et 1 en même temps. Et en fait, on représente un qubit par ce qu'on appelle la sphère de Bloch, donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais l'idée c'est de se dire, sur cette sphère, j'ai un vecteur qui va pouvoir être sur tous les points de ma sphère et donc prendre toutes les valeurs possibles en fonction des calculs qu'on lui demande, et une fois qu'on va lire, il va prendre la valeur 0 ou 1 en fonction du résultat attendu. Voilà, c'est qu'au lieu de faire des 0 et 1, comme on fait 0 et 1 en même temps dans tous les calculs sur tous les nombres de chiffres, et donc dans les octets, il y a 8 bits par exemple, bah là c'est pareil, on va avoir 8 qubits, mais ça multiplie par autant de fois le nombre de résultats possibles, donc ça va accélérer le nombre de résultats. Voilà, exactement, ce qui est expliqué juste derrière. Mais tu as bien fait de... Donc l'architecture d'un ordinateur, pareil, l'idée c'est de se dire l'ordinateur quantique ne va pas permettre de tout faire, il a besoin aujourd'hui d'un ordinateur maître pour dérouler le programme, enfin en tout cas pour lui envoyer le programme, et ça se passe donc l'architecture globale, c'est comme ça, on a vraiment un ordinateur qui contrôle et derrière on a notre ordinateur quantique qui est en fait des qubits dans une enceinte cryogénisée. Parce que les qubits ont tendance à vouloir faire un petit peu ce qu'ils veulent, et plus on les rapproche du zéro absolu, plus ils ont tendance à être stables. La stabilité, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui dans les ordinateurs quantiques. Et donc en gros, on a notre ordinateur maître qui envoie des informations via des électroniques d'écriture.
Il y a des portes quantiques qui vont modifier les informations dans les qubits sans jamais les lire, puisque on vous a dit tout à l'heure, si on lit une information sur un qubit, on la fige. Donc il faut être capable de transformer sans jamais lire. On a derrière des registres quantiques, donc c'est juste des qubits qui sont rangés entre eux, comme sur un ordinateur normal. Les bits sont rangés en registres également. Et effectivement, donc les blocs permettent d'accélérer le mode de calcul. Donc sur l'exemple, si j'ai un ordinateur classique avec 3 bits, à un instant donné, je vais avoir une seule valeur. Donc par exemple 101. Dans mon ordinateur quantique, si j'ai 3 bits, je ne vais pas avoir une valeur, je vais en avoir 2 puissance 3. Parce qu'il va pouvoir prendre donc, toutes les valeurs en même temps. Et ça permet d'accélérer, de paralléliser les calculs. Voilà. Alors, on parle de gros frigos. Actuellement, tous les ordinateurs quantiques ne vont pas fonctionner avec ces gros frigos ultra réfrigérés. Parce que par exemple, des photons, on utilise aussi les photons pour faire des qubits. Eux, ils n'ont pas besoin d'être réfrigérés. Ça va plutôt être sur justement des atomes froids ou d'autres types de qubits. Et vous allez voir qu'on est au tout début et qu'on est en train de construire à partir de différents types les ordinateurs. On ne sait pas encore laquelle de ces particules sera la meilleure pour faire un ordinateur quantique. Effectivement, on est au tout début, comme les ordinateurs à lampe d'il y a longtemps, ou pas loin. Et donc la problématique en fait actuelle, c'est ce qu'on appelle le temps de cohérence. Donc on vous disait les qubits sont extrêmement instables, donc soit on les cryogénise, soit on utilise d'autres techniques, mais en tout cas il y a cette instabilité. Et il y a ce qu'on appelle un temps de cohérence, ça va être le temps entre le moment où j'initialise mon qubit, je fais mes calculs et je vais aller mesurer sa valeur. Et aujourd'hui c'est extrêmement réduit, donc il y avait 90 microsecondes qui avaient été faits par IBM. Il me semble qu'aujourd'hui il y a des qubits qui sont plus performants que ça, mais là je te laisserai en parler. Parce que tu maîtrises mieux. C'est mon pote Olivier qui maîtrise les nombres. Moi, c'est plus de dire oui, on va de plus en plus vite et de mieux en mieux. Après, il y a la rapidité, mais aussi il y a la qualité du résultat. Voilà. Et des fois, quand on va plus vite, on dégrade le résultat en ce moment. Mais voilà, il y a encore des choses à améliorer. Il y a beaucoup d'erreurs dans les qubits. En tout cas, voilà un petit peu l'architecture d'un ordinateur. Et donc, ce que je vous disais, donc une fois qu'on a fait le calcul dans les registres, on a une interface de mesure qui, elle, pour le coup, va figer les qubits et va envoyer le résultat via une électronique de lecture sur mon ordinateur principal. En gros, ça va être un super GPU pour un ordinateur classique. Il faut un ordinateur classique en entrée et en sortie. Ça ne va pas remplacer l'informatique classique du tout. Ça ne pourra pas faire, par exemple, de l'information, vous sortir des images graphiques ou produire des images vidéo. Par contre, ça va pouvoir accélérer calculs. C'est pas pour les calculs des points de vie ou pour tout un tas de choses comme ça. Ça, là, ça marche pour tout ce qui est statistique et simulation de comportement. Donc, ça ne va pas remplacer l'informatique. Ça va être un super GPU de calcul pour certains types et énormément pour la simulation. Donc rapidement, juste, on va passer. En fait, l'ordinateur quantique, c'est une nouvelle façon de réfléchir et surtout une nouvelle façon de coder. Donc quand on sait faire du code sur un ordinateur classique, on est incapable de faire un algorithme sur un ordinateur quantique. Ça demande de réfléchir différemment et d'utiliser justement le comportement de ces qubits. Donc la superposition des qubits va permettre de faire du calcul en parallèle pour aller plus vite. On ne peut pas copier des registres vers un autre comme on pourrait faire sur un ordinateur classique pour la simple et bonne raison que pour copier il faut lire les résultats et si je lis je fige, donc je ne peux plus en servir derrière. Donc il faut vraiment repenser différemment et il y a deux algorithmes en fait qu'on voulait vous présenter qui sont parmi les plus connus, en tout cas les premiers à avoir été théorisés puis testés sur les ordinateurs. Donc il y a l'algorithme de Shor qui permet une factorisation, donc c'est un petit peu compliqué à lire comme ça, mais en gros la factorisation c'est quel que soit l'entier que j'ai, je peux le retrouver via la multiplication entre plusieurs entiers. Pas du tout, entre plusieurs nombres. N'importe quoi. En gros, l'algo de Shor peut casser toutes les clés actuelles que vous avez, que ce soit celui du Bitcoin, des cartes bleues, de l'Internet, tout ce qui a été codé actuellement sont avec des clés qui sont avec un nombre premier et ça pourrait être fait en quelques secondes avec un ordinateur quantique assez puissant. Attention, faut pas avoir peur, c'est un truc qui arrivera dans 30 ans et on s'est déjà sécurisé avec des ordinateurs classiques, avec des nouveaux moyens d'encryption contre cet algorithme. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais par contre c'est vrai que c'est impressionnant parce que toute la sécurité actuelle, dans 30 ans, elle peut tomber grâce à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à changer nos sécurités actuelles. Voilà, tout à fait. Et donc, pour l'exemple, sur un entier de 300 chiffres, il faudrait près de 30 000 ans un ordinateur classique, alors qu'un ordinateur quantique prendrait 10 secondes si on était capable de le construire. Aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire, mais l'idée est là, quoi. Non, parce qu'il faut plusieurs milliers, voire millions de qubits stables pour le faire, et l'algo est assez complexe.
Et on en est très loin pour l'instant. Pour l'instant, on est entre 2 et 120 qubits selon les types de qubits qui fonctionnent. Donc on a encore des gros progrès à faire de puissance là-dessus aussi pour y arriver. Et l'autre algorithme, c'est l'algorithme de Grover. Donc lui, il permet de rechercher en fait dans des bases de données d'entrier et de faire une recherche extrêmement rapide. Donc je prends juste un exemple. Si on dit, alors par exemple ici, on est les personnes qui nous écoutent. Si j'avais envie de savoir tout de suite quelles sont les personnes qui savent parler anglais et qui font plus d'1m80, la solution d'ordinateur classique, ce serait d'aller demander à chacune des personnes, une par une, est-ce que vous êtes anglais, vous êtes plus d'1m80, oui d'accord, je le note. Donc ça me prend un certain temps. Par contre, l'ordinateur quantique, ça reviendrait à dire, je suis ici, et je demande, et je vois les personnes qui lèvent la main, et j'ai le résultat instantané. Il n'est pas forcément tout à fait correct, donc c'est une probabilité qu'on va avoir, mais en tout cas, j'ai un résultat qui est exploitable et suffisamment pertinent pour être utilisé en fait. Et un autre exemple aussi qui est sympa, c'est imaginer un labyrinthe. Actuellement, avec un ordinateur classique, si on va faire tous les trajets, revenir avant, en arrière, et puis quand on sort au bout d'un certain temps, on se souvient du trajet qu'on a fait et on peut dire la prochaine fois, je vais optimiser. Avec un ordinateur quantique, en gros, il va faire tous les trajets en même temps, instantanément arriver à la sortie. Par contre, il sera incapable de vous expliquer quel est le meilleur trajet. Il sait sortir vite. Donc ça aussi, c'est un des petits paradigmes. Ça va améliorer des choses et il y a d'autres choses qui seront un peu moins claires. Oh. Donc je te laisse... Alors, moi, c'est à mon tour. C'est à toi. C'est mes slides. C'est à toi de parler. Tiens, je te laisse appuyer sur les boutons. Donc en gros, à quoi ça va servir ? Ça va vraiment servir à faire certains calculs qui sont actuellement très complexes, qui tournent sur des supercalculateurs. On peut parler du Gen Z au Gen C par exemple. Actuellement, on a vraiment des ordinateurs ultra puissants, bien plus que ceux qu'on utilise même en gaming. Et malgré ça, on a certains types de calculs qui mettent des années à être résolus. Le but, ça va être de pouvoir résoudre ça dans un temps extrêmement court grâce à ces nouveaux ordinateurs. Et surtout, on fait très attention à ce qu'ils soient conçus aussi pour consommer beaucoup moins. Même s'ils consomment un petit peu plus que les actuels, mais qui résolvent des calculs en 10 secondes au lieu de 130 heures, bah, si vous faites le calcul, il vaut mieux utiliser un truc qui consomme un petit peu plus, mais beaucoup moins longtemps. C'est plus écologique. Donc ça aussi, c'est des grosses problématiques. Ça consommera moins normalement à la fin. Alors juste aussi pour vous remettre un petit peu dans le contexte et rendre ça un peu plus fun, vous avez beaucoup de séries, beaucoup de films qui en parlent actuellement et on vous parle de voyage temporel, de multivers, c'est pas de métaverse, donc des mondes parallèles. On retrouve aussi des noms, mais souvent tout ça c'est de l'imaginaire sur ce qu'est le quantique. Il y a des briefs à Hollywood là-dessus. Donc faites attention quand vous voyez des choses avec le mot quantique qui apparaît. C'est souvent des trucs qui sont de la pure fiction et rarement qu'on aura dans le futur. C'est un de mes grands drames. Quand j'ai commencé à bosser sur sur le quantique, moi j'avais entendu téléportation. Bon, j'ai détruit tous mes rêves, c'est un peu compliqué. J'ai une autre conférence sur le sujet, mais on n'y est pas. En tout cas, il faut détruire tous les atomes d'origine pour être recréé par une immense imprimante 3D à l'autre endroit où on veut aller. Sauf que même si c'est tout le même nombre d'atomes... est-ce qu'on est vraiment la même personne puisque c'est plus nos atomes d'origine? Bon, et on ne parle pas de la pensée, de tout le reste. Bref. Donc les cas d'usage dont on parlait, c'est on va pouvoir vraiment résoudre tout un tas de nouveaux programmes. Et c'est par exemple le fameux voyageur du commerce. Il faut aller d'un point A à un point B, optimiser tout ça. Actuellement, on le fait déjà pas mal, des entrepôts, pour des commerciaux, pour voyager, ou des plans de table de mariage. Vous savez comment c'est compliqué de ne pas mettre belle maman à côté de beau papa et de un tel et de l'oncle Nestor. Ça va permettre d'optimiser vraiment et d'aller à l'essentiel. Sauf que des fois, là, il faut des heures de traitement de calcul. On a toujours l'impression que c'est simple, mais quand on le fait, ça prend toujours un temps monstre. Ça, c'est des choses qu'on pourra résoudre grâce à un ordinateur quantique instantanément. Mais des choses plus intéressantes, ça va être aussi de résoudre les molécules, les médicaments, résoudre des vaccins. On l'a vu dans le Covid, on a déjà accéléré. Avant, il fallait 5 ans pour créer un nouveau vaccin parce qu'on testait tout en éprouvette. Maintenant, on fait de la simulation sur ordinateur. Et là, on a vu que pour le Covid, on avait mis 18 mois, ce qui est un record. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. On pourra imaginer en 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes résoudre et avoir les solutions de vaccins avant de passer au test humain avec les optimisations, un vaccin optimisé. Ça pourra aussi être pour les médicaments, imaginer des médicaments qui sont faits avec le moins d'effets secondaires parce que
on connaîtra le type de personne que vous êtes, votre génotype, et on pourra adapter le médicament par rapport aux effets secondaires que ça vous peut donner. Donc c'est des améliorations qui sont majeures. Pareil pour tout ce qui est captation du CO2, la couche d'ozone, c'est des choses qu'on ne sait pas encore faire parce que c'est des calculs très lourds, très longs, des algorithmes très complexes. Et ça les résoudra beaucoup plus rapidement et ça peut peut-être nous permettre de sauver la planète si l'ordinateur quantique arrive à temps. Voilà, bon ça c'est dans les petits sujets actuels. Mais en tout cas, ça va permettre des choses extraordinaires et ça va changer complètement l'informatique. Donc voilà, inventer des nouveaux matériaux. On peut simuler tout un tas de nouveaux matériaux, donc ça peut être la gomme de pneus, ça peut être des nouveaux matériaux pour les batteries. Vous voyez bien que votre téléphone, ça fait un moment que les batteries, elles durent 24 heures pour les smartphones. C'est des choses qui sont complexes et qu'on a du mal à simuler et il faut faire beaucoup d'essais avant de trouver des nouvelles choses qui marchent. Là, on pourra les faire très rapidement et ça va accélérer le temps pour trouver des nouvelles solutions. Réduire la consommation d'énergie fossile et bien évidemment, donc je vous le disais, créer des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins. Mais on a besoin donc d'augmenter le nombre de qubits et de les stabiliser. Comme je disais, on est entre 5 et 120, voire 1000 qubits dans certains types de machines. Mais pour l'instant, c'est un peu comme si on savait faire 1 plus 1 ou 10 plus 10. On est encore au tout début, c'est des bébés ordinateurs. Donc voilà, donc là c'est un petit peu tout, je ne vais pas vous redéfinir, mais si vous voulez prendre en photo la slide ou la récupérer après, c'est tous les domaines qui vont être améliorés grâce à ça. Mais santé, énergie, industrie, logistique, finance. Jeux vidéo, l'entraînement d'algo, des IA, on pourra le faire par exemple, mais pas du tout le traitement graphique. Donc les entreprises françaises, et c'est là aussi c'est important, la France est super forte dans le quantique. On a 5 des 10 technos qui sont découvertes actuellement dans le monde et qui sont travaillées. On a des chercheurs exceptionnels, on a des écoles exceptionnelles qui forment à ça aussi. Et c'est vraiment l'avenir pour beaucoup de jeunes. Alors déjà dans la tech, hein, aller dans la tech, c'est vous êtes sûr de trouver du boulot, dans la science, dans les mathématiques, mais dans tous les domaines de toute façon de la tech, vous trouverez du boulot. On est en pénurie, hein, on ne trouve pas assez de gens compétents et même des compétences de base. Donc il ne faut pas hésiter à aller là-dedans. Même si vous pensez que vous n'allez pas comprendre, moi j'ai commencé caissière à Carrefour en histoire de l'art, hein, il y a 30 ans. Mais à un moment, je me suis intéressée au web, à Internet, et depuis, j'ai mis le pied dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vachement plus simple et que c'était pas un problème non plus d'être une femme dans le milieu de la tech. Donc, les startups. Vous avez tout ce qui font des ordinateurs. On a Pascal, Alice & Bob, Cosmos, C12, Candela, Atos. Alors, les startups, vous pouvez les retrouver. Elles sont toutes sur le stand du Gen6. Si vous voulez aller les rencontrer, voir et parler de leur ordinateur quantique et voir les différents types de qubits. Là, on a Atome Froid, on a ce qu'on appelle des qubits de chat aussi, c'est très mignon, c'est Alice & Bob. Cosmos, ça va être sur du silicium. C12, ils utilisent des nanotubes de carbone. Ils prennent des petits atomes de carbone, ils les sortent ils les mettent dans un four comme pour une pizza, puis ils transforment les petites pizzas en cônes et c'est ça qui va faire le qubit. Candela, ils utilisent des photons, des grains de lumière. Et puis Atos, alors Atos par contre c'est du gros ordinateur à l'ancienne, hein, c'est un gros industriel de chez nous, et eux ils ont transformé un supercalculateur en émulateur d'ordinateur quantique. C'est-à-dire que ça permet d'apprendre à coder et de déjà faire les logiciels sur leur ordinateur. Ils tournent lentement parce que c'est encore sur ordinateur, mais par contre on les programme comme s'ils allaient marcher sur les machines de demain. Et ça permet, imaginez, c'est comme si vous aviez au début de l'iPhone, il n'y avait que 10 applications. Et il fallait simuler les applications avant de lancer l'iPhone. Si on l'avait lancé sans application, ça n'aurait pas été intéressant. On fait déjà les logiciels de demain pour qu'ils tournent sur la machine. Et on utilise ces machines-là, les émulateurs. Après, vous avez donc les logiciels. Qubit Pharmaceutical, par exemple, ils font justement les fameux vaccins. Ils travaillent sur des nouveaux médicaments. Et ils travaillent déjà donc les algos classiques sur les ordinateurs actuels. Mais ils prévoient aussi du coup déjà les algorithmes qui sont capables de tourner sur les machines de demain. On a tout ce qui est cybersécurité. Cryptonext, par exemple, c'est une start-up qui justement permet de se sécuriser quand l'algo de short tournera. Donc si vous utilisez déjà leur solution, ça tourne avec de l'info classique. Il n'y a pas besoin de changer d'ordinateur, pas besoin de payer plus cher. C'est juste une option, ça sécurise. Et toutes vos données dès maintenant sont sécurisées pour ne pas être craquées dans 30 ans. Alors bon, ok, ça bien que vous soyez dans l'armée, dans la finance, dans les politiques avec des discussions ultra secrètes. C'est pas encore trop grave, mais si vous avez des photos que vous voulez pas qu'on voit dans 30 ans, c'est le moment de les protéger. Il y a des capteurs.
Et puis après, voilà, ça c'est tout ce qui permet de faire les ordinateurs quantiques. Donc il y a toute une filière qui s'est créée en cryogénie, en frigo, en électronique, parce que ça demande des nouveaux composants. Et que même les startups qui ont créé les ordinateurs quantiques, ils prennent beaucoup de choses qu'on appelle sur étagère qui existent déjà pour les fabriquer. Moi, je travaille chez OVH Cloud actuellement. Donc, c'est le provider français de cloud. Souvent, on les connaît pour les noms de domaine. OVH, ça veut dire on vous héberge, tout bêtement. Mais on a décidé d'accompagner les startups du quantique dans le startup programme. Pourquoi ? Parce que justement, personne ne pourra acheter un ordinateur quantique demain. Même les plus petits actuellement, ça vaut plusieurs millions. Mais par contre, pour former les jeunes d'aujourd'hui, il faut leur donner accès à ces ordinateurs quantiques ou à des simulateurs. Et comment on va le faire ? On va le mettre dans le cloud. Là, on a lancé Candela cette semaine. C'est un simulateur qui permet de coder, de faire les programmes qui vont tourner sur ces ordinateurs-là. Mais vous utilisez juste un laptop actuel, vous l'ouvrez, vous lancez une instance et vous pouvez développer tout de suite vos logiciels qui tourneront sur les ordinateurs de Candela. Et on va le mettre gratuitement à disposition des étudiants dans les grandes écoles à partir de la rentrée. Ça aussi, c'est important. On veut aider l'écosystème à grandir, à monter et que les jeunes Français aient les possibilités d'aller se frotter au marché américain. Et pour une fois, on a de l'avance. On peut vraiment être meilleur que les Américains. Donc voilà, on aide aussi à découvrir les cas d'usage puisqu'on va travailler avec des grands groupes et les aider à trouver justement les nouveaux algorithmes dont on va avoir besoin. Et puis on a lancé en copartenariat France Quantum, qui était un gros événement mardi dernier à la Tour Eiffel, où on a accueilli tout l'écosystème français et européen du quantique. Alors une autre petite slide, parce qu'on parle beaucoup des femmes dans la tech, etc. Comme dans tous les domaines, en fait, si on a envie d'y aller, si on est passionné, il faut y aller. Il ne faut pas se poser la question qu'on est une femme. Et là, ce que vous voyez, c'est toutes les grandes chercheuses françaises du quantique qui sont renommées. Et 4 d'entre elles sont à la tête d'une des startups tout en étant chercheuses. Vous avez Pascal Senelard qui a cofondé Candela. Elvira Chichena qui travaille chez BMW. Il y a Maud Vinet tout en haut qui est en train de faire les qubits à base de silicium. Je vois plus où est Eleni, elle est là. Et puis il y a Elam aussi là-haut. Elles aussi, elles sont des cofondatrices de start-up tout en étant chercheuses. Et elles ont toutes 2, 3 ou 4 enfants. Donc, faut pas croire que ça empêche d'être mère de famille aussi que d'avoir une carrière. Alors le plus simple pour y aller, c'est bien évidemment l'éducation. Il faut apprendre. Mais comme je l'ai dit, moi je suis passée par un cursus à part et on peut y arriver aussi. Mais la voie la plus courte et la voie la moins chère en fait en France, il faut le savoir. On a la chance en France d'avoir des grandes écoles. Elles sont sur concours, ça demande de les préparer et de bosser. Mais une fois que vous avez fait passer les concours, vous payez 2 500 € de frais d'inscription. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais il ne faut pas oublier que pour aller HEC dans une école de commerce, c'est 30 000 € l'année. Les écoles scientifiques en France, c'est 2 500 € de frais d'inscription. Et après, vous êtes tranquille. Donc on a la chance que ce soit très très peu cher en France. Aux États-Unis, c'est 150 000 € une année d'études à payer. Et il faut emprunter et on rembourse une fois qu'on a son salaire. Donc profitez de ce système-là si vous pouvez, si vous êtes bosseur, etc. Après, il y a des voies parallèles. On commence en bas, on commence stagiaire, on rentre dans une boîte si vous êtes intéressé. Et step by step, vous montez dans les échelons, vous prenez des compétences en travaillant et en ayant de l'argent. C'est comme ça, il y a 2 voies. C'est un peu plus long l'une, un peu plus rapide l'autre. On ne va pas gagner les mêmes salaires, mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a des postes à prendre et il y a des bons salaires à avoir de toute façon. Dans les 2 voies. Donc voilà. Et donc bon, le plus long, c'est bien évidemment les doctorats et tout. Moi, honnêtement, c'était pas mon truc. Mais voilà, si ça vous plaît, allez-y, faites-vous plaisir. Mais toutes les voies peuvent aller à ça, en tout cas. Y compris les études d'art. Je vais vous parler juste moi aussi de mon cursus un petit peu parce que souvent on me dit oui, mais c'est compliqué, mais on vient pas du bon milieu, etc. Comme je vous ai dit, moi j'ai commencé, je payais mes études en étant caissière à Carrefour. J'ai fait ça 5 ans. Mes parents, ils ont le CAP, ils sont issus de l'immigration. Alors j'ai un avantage, je le sais, je suis blanche. Ça a aidé un petit peu. Mais je reste une femme dans la tech. C'est pas non plus évident, c'est un milieu qui est très masculin comme dans l'automobile. Mais je pense que le premier plancher de verre, c'est arrêter de vous dire que vous êtes une femme et que ça va être compliqué. Juste soyez passionnés. Les garçons, ils sont relativement, à part 3 ou 4 dans chaque boîte,
Ils sont adorables. Une fois qu'ils voient que vous êtes compétente et que vous êtes passionnée, ils s'en foutent que vous soyez une fille. Donc il faut vraiment y aller, se faire plaisir. Deuxièmement, alors moi j'avais lancé un blog et tout, je fais partie des influenceurs de la tech. Et du coup, c'est hyper important aussi, c'est quand on se fait plaisir, on rencontre des gens passionnants. Et j'ai eu autant la chance de rencontrer des artistes que des grands génies, des futurs prix Nobel. Et surtout quand vous voyez des gens importants et que vous avez envie d'aller échanger avec eux, allez-y, c'est des êtres humains. Ils sont toujours prêts à échanger avec vous si vous leur demandez poliment et si vous souriez. Dernier point, et après je vois derrière qu'on me dit que c'est presque la fin. Faites très attention, le mot quantique est utilisé à toutes les sauces depuis quelques années maintenant. Ça devient à la mode. Il y a tout ce qui est fumisterie quantique. Tous les bouquins sur la médecine quantique qui vous disent que vous pouvez soigner votre cheval grâce à l'intrication quantique ou autre. Voilà, tout ça c'est du bullshit. Donc c'est toujours bien de s'intéresser, d'aller voir des vidéos YouTube pour comprendre un peu la science, parce qu'il y aura toujours des gens pour exploiter votre non-savoir en utilisant du vocabulaire scientifique et en disant des fausses choses. Allez toujours vers des gens compétents, qui ont des vraies renommées, posez-vous des questions et ayez l'esprit critique, même si vous n'avez pas les compétences de base. Prenez du recul, mais ne buvez pas les paroles de tous ceux qui vont vous mettre du quantique à toutes les sauces, c'est très important et c'est valable dans d'autres domaines. Si vous êtes intéressé, si vous êtes un peu de base scientifique, j'ai 2 podcasts avec mon ami Olivier Ratti. Il y a un bouquin de 800 pages aussi pour apprendre tout ce que vous voudriez savoir sur le quantique. C'est très bien pour s'endormir le soir. Au bout de 2 pages, faut s'accrocher. Faut s'accrocher pour le lire. Mais en tout cas, pour des étudiants qui ont commencé à avancer, qui ont envie de découvrir, vous pouvez prendre juste un chapitre ou l'autre. Et après, sinon, c'est des podcasts à écouter. Je vous conseille Décode Quantum. On a interviewé tous les plus grands scientifiques et start-upers. Et ça vous permet d'écouter leur histoire et comment ils y sont arrivés et comment ils en sont arrivés là, et vous verrez que leurs parcours sont impressionnants. Comment on tombe dans le quantique, c'est souvent un moment de rencontre ou une passion qui se crée. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés, j'espère que c'était intéressant. Merci à vous. Et si vous avez des questions, on a encore 5 minutes pour les questions, je crois. 3 minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? C'était super clair, hein? Est-ce qu'il y en a qui veulent aller dans le quantique maintenant? 2. C'est déjà bien, parce que ça peut faire peur. Prenez le temps de regarder des choses, vous en entendez encore parler, mais vous verrez, c'est un monde passionnant et il y a plein de boulot, il y a plein de gens incroyables à rencontrer. Merci en tout cas. Merci à vous.